bienvenue dans Retour Gagnant, votre émission tennis sur Eurosport, analyse, débat. Sur tous les supports, vous êtes au bon endroit. Au sommaire cette semaine, Nadal, Lever Cup et enjeux de fin de saison. Et pour en parler sur le court aujourd'hui, le président de l'association de défense du revers à une main, Georges Goven. Salut Georges. Merci Anne, bonjour Anne. C'est un plaisir de t'accueillir sur ce plateau, Georges. Écoute, c'est réciproque. Surtout pour parler de choses intéressantes. On va essayer avec de l'autre côté du filet un membre à vie de cette association de défense du revers à une main, Maxime Baptiste. Oui, ça c'est sûr, puis il y en aura deux à la Lever Cup. On va parler de la Lever Cup. Il y aura Stefanos Tsitsipas et Grigor Dimitrov côté européen. Deux très beaux revers, pas mal. Ouais. Effectivement. Oui. Il paraît Deux que c'est un grands certain classiques. Roger Federer qui a créé la compétition. On en parlera justement de cette Lever Cup aujourd'hui dans Retour Gagnant. On va balayer toute l'actualité tennis. Mais avant, on commence par cette minute hors cours dont vous avez l'habitude. C'est parti. Au Genoa, cette semaine, Stefanos Tsitsipas, regardez, lui, il a rangé son revers à une main au placard au profit d'un bon petit clavier de sécurité et la belle lucarne. Lleyton Hewitt a encore de beaux rêves, surtout quand il joue avec le fiston Cruz, 15 ans, sparring partenaire de l'équipe d'Australie cette semaine à Valence en Coupe Davis. Et en parlant de foot italien, regardez Paolo Maldini sur son 31 pour le mariage de Boris Becker. Pour ses troisièmes noces, quand même, Boum Boum avait interdit toutes les photos. Certains invités n'ont pas eu la consigne, manifestement. Quand on vous dit que Sinner se Djokovic, regardez, il a viré son préparateur physique pour les raisons que l'on connaît et il a embauché celui de Djokovic, Marco Panicki. Un duo gagnant. Et pour finir, Marco Odermatt et Roger Federer ont créé l'émeute à l'aéroport lorsque leurs noms ont été appelés au micro pour un embarquement immédiat. C'est le très savoureux dernier spot publicitaire tourné par les deux stars suisses, le skieur et le tennisman. Alors, Roger en route pour les Oscars peut-être ? On le voit de plus en plus, hein, tourner dans des petits films, des petits spots publicitaires. Apparemment, la retraite lui convient pas trop mal. Exactement, puisqu'on parle de retraite, magnifique. Je pense que lui, il a trouvé de quoi s'occuper largement. Oui, il n'y a pas de petite mort. Il n'y a pas eu de petite mort pour Roger Federer. À la retraite, on va en parler, puisque Rafael Nadal ne l'a pas encore prise. Mais c'était l'info de ces derniers jours. Il ne participera pas à la Lever Cup, qui sera ce week-end sur Eurosport. D'ailleurs, vous pourrez le suivre en notre compagnie. On en reparlera ensuite. Pas de Rafael Nadal donc, dans cette Lever Cup. Il a dit, l'Espagnol, que ça devait être sans doute sa dernière saison 2024. Il ne reste plus grand-chose. Il n'était pas à l'US Open. Il ne sera pas donc à la Lever Cup. On se demande s'il va rejouer en 2024. Il n'a pas du tout donné d'indication dans cette interview, juste qu'il ne se sentait pas prêt physiquement pour être compétitif dans cette compétition. C'est si dur de dire stop quand on est Rafael Nadal, Georges ? C'est de longues années qu'il a passé à jouer, à s'entraîner, à se préparer, à vivre des moments d'une intensité extraordinaire. N'oublions pas, il a commencé le tennis à 4 ans. À 10 ans, je pense, il était dedicated pour devenir un champion peut-être, mais en tout cas jouer au tennis. Programmé, il a passé toute sa vie, vous vous rendez compte, à s'entraîner, à vivre l'émotion, à vivre le stress, à avoir un public derrière lui fabuleux, à avoir cette compétition. D'un seul coup, tout s'arrête, il se réveille le lendemain, qu'est-ce que je fais ? Alors, il aura peut-être plein de choses à faire, mais vous savez, Nadal, c'est un compétiteur, il aime la compétition, il aime la bagarre, il aime se retrouver face à face, il aime qu'il y ait des enjeux, il a tout gagné. Il est juste un tout petit peu derrière, Djoko, mais il a tout gagné, il a une vie de champion extraordinaire. Simplement, la dernière marche pour dire adieu, elle n'est pas facile. Et il espère peut-être qu'il soit encore compétitif. Là, j'ai envie de dire, il ne faut pas qu'il se trompe. Parce qu'il ne faut pas qu'il fasse le match de trop, quoi. C'est ça, serait un peu dommage pour lui. Ce qu'il cherche. Est-ce qu'il choisit le bon moment, le bon match, le bon endroit ? On a beaucoup parlé des Jeux Olympiques, bien sûr, c'était à Roland-Garros, dans son jardin où il a gagné 14 fois. Ça n'a pas été le cas. On a l'impression qu'il se cherche encore cette sortie. C'est très difficile, c'est une décision très personnelle. Et je pense qu'il faut arrêter avec ce mythe de la retraite parfaite. Ça n'existe pas. Ça, c'est très journalistique aussi. On veut la belle histoire, le point final. Alors, évidemment, il y a l'exemple Pete Sampras. Il gagne l'US Open en 2002 et puis il dit stop. Sauf que c'est... Il ne dit pas stop tout de suite. Justement. Il ne joue pas pendant plusieurs mois et il dit finalement je ne reviendrai pas. C'est exactement ça. C'est-à-dire que a posteriori, elle est belle. C'est une histoire qui est belle a posteriori, mais elle n'est pas réelle. Elle a été réécrite. Elle a été réécrite. Lui-même, il pensait aller à Wimbledon 2003. Et il a finalement renoncé au dernier moment
parce qu'il en avait marre des voyages. Enfin, il était très usé, Pete Sampras, à ce moment-là. Oui, mais mentalement Et aussi. du coup, il a eu son hommage à l'US Open 2003, gagné par Roddick. D'ailleurs, le dernier gagné par un Américain. Donc, c'est pas idéal. Et quand on réfléchit à toutes les grandes légendes de ce sport, Björn Borg, sa retraite. Bah, il est parti très tôt déjà. Il est parti très tôt. Et puis, il a tenté un comeback. C'était terrible avec sa raquette en bois. À Monte Carlo, j'y étais, c'était dur, effectivement. Ouais. 26 ans, il avait Borg. Et c'est pas le seul. On pourrait parler de Justine Hénin, on peut parler de Serena qui a toujours pas dit qu'elle arrêtait. Moi, j'ai entraîné Marie Pierce qui a maintenant quelques années et qui me dit toujours « Ah, mais Georges, peut-être je vais revenir, surtout quand je vois le niveau. » Ça, c'est une petite pique. On a parlé tout à l'heure de Tati Golovin aussi, qui a tenté de revenir. Je l'ai vue s'entraîner au CNE il y a 2 ans. Elle reprenait comme une dingue. Elle m'a dit « Georges, je reviens sur le circuit. » Elle a pris 1-1 dans 2 tournois secondaires. Elle a remis la raquette et elle fait des commentaires. Ashley Barty est bien partie. Ashley Barty est bien partie. C'est une des rares Elle a fait 2 fois. Il y en Elle a. est partie une première fois, puis elle est revenue, puis elle est repartie. C'est vrai. Regardez, si on fait le parallèle entre Roger Federer et Nadal, il y a un peu... C'est pas tout à fait pareil, mais ça traîne pareil, comme Federer a fait traîner aussi, avant de se rendre compte qu'il avait peut-être plus envie, plus la force, puis le tennis bouge en attendant. Ils ne vous attendent pas, hein, les champions. Mais c'est pour ça qu'on a du mal à savoir ce qu'ils cherchent, parce qu'une grande performance encore, ça paraît compliqué. Il n'est pas compétitif pour jouer à la Lever Cup, où il n'y a pas un enjeu sportif énorme, on en reparlera. C'est qu'il ne gagne plus en Grand Chelem. Aller jouer dans un ATP 250 pour terminer sa carrière, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche quand on s'appelle Rafael Nadal. Donc peut-être un dernier frisson, ou alors le faire... de façon choisie. Là, on a le sentiment que peut-être il surestime un petit peu aussi ses chances, son niveau. C'est de l'entêtement. Je sais pas, j'en sais rien. C'est dur. Vous savez, Georges parlait vraiment à raison de Roger Federer. Il a attendu, enfin, il a espéré, après une 3e ou 4e opération du genou droit, revenir. Ça a duré 1 an. Un an où il y a eu jusqu'à ce qu'il se résolve à dire ses adieux à la Lever Cup, les adieux qu'on connaît. Qui ont été très réussis de ce point de vue-là, hein, mais sur le plan émotionnel, mais pas sur le plan sportif. Parce que c'est quoi son dernier match à Roger Federer ? 6-0 dans le 3e set face à Wimbledon. C'est un quart de finale à Wimbledon. Alors, quart de finale, vous me direz, tous les joueurs rêveraient d'un quart de finale. Mais il finit par un 6-0 dans son jardin. C'est difficile quand même. Et en termes de légende, il n'y a pas beaucoup mieux que Roger Federer dans le tennis mondial. Oui, mais comme il fait bien les choses, on se souviendra des larmes et de la main tenue. Mais ce n'est pas la réalité. Encore une fois, c'est une histoire. Une histoire, c'est un storytelling. Mais c'est pour ça qu'on s'attend à ce qu'il nous raconte aussi une histoire. Rafael Nadal, ça se trouve, ce ne sera pas le cas et c'est pas grave, finalement. Mais il y a eu les mots aussi de sa compatriote Garbiñe Muguruza qui a dit « Mais rentre chez toi, profite de ta famille, pourquoi tu continues ?» Ça peut l'aider pour le coup. Le fait d'avoir un enfant récemment, ça peut l'aider. Mais ce que vient de souligner Maxime pour Roger, moi j'ai envie de dire, Rafa, il a vécu la même chose au jeu contre Djoko. Là, d'un seul coup, il s'est retrouvé sur un court qui est son jardin, devant un stade plein, parce que c'était la confrontation des 2 GOAT, et il s'aperçoit qu'il est complètement dépassé. Et d'ailleurs, il n'a pas rejoué depuis. Et sur sa surface. Bien sûr, sur sa surface, son court, son jardin, là où il a gagné 14 grands chelems, d'un seul coup, il se dit « Mais mince, je suis plus compétitif ». Alors, est-ce qu'il a pris une claque dans la tête ou est-ce qu'il s'est dit « Je vais me remettre, je vais me remettre ». Parce que moi, j'ai noté un peu toutes les qualités qu'il a cet immense champion. Il y a une qualité qu'on est obligé de lui reconnaître, c'est un forcené de l'entraînement. Et c'est un joueur, tant qu'il n'est pas prêt, il ne viendra pas. Ou alors il viendra pour préparer quelque chose de plus grand derrière. Et là, s'il dit qu'il n'est pas prêt, même pour une exhibition, il dit « je ne suis pas prêt pour la lever », c'est qu'il n'est pas en état de jouer soit tennistiquement, soit physiquement. Ça, on ne le sait pas, il n'y a que lui qui peut nous le dire. Mais il reviendra, s'il revient, que quand il sera vraiment prêt. Tu posais une super question sur quel était l'endroit où il pourrait se retirer. On a fait un article sur Eurosport sur ses possibilités. Tu parlais d'ATP 250. Moi, je pense qu'il y a un seul ATP 250 sur lequel il pourrait se retirer. C'est celui de Majorque. Oui, chez lui. Oui, ça aurait du sens. Mais c'est sur Herbe. Voilà, mais c'est sur Herbe. De la même façon que Tim a terminé. Non, mais après, on peut être dans les hypothèses comme ça, mais on ne peut pas répondre à sa place. C'est on a le sentiment qu'il n'a pas la réponse non plus. Non, c'est un passionné. Mais il y a eu peu de matchs cette année quand même. 19, 12 victoires, 7 défaites. Il y a eu des frissons encore. Le match face à Zverev à Roland-Garros, on ne le sent pas loin. Donc c'est vrai que ça te donne de l'espoir. Et puis derrière,
Il a la malchance de tomber contre Djokovic assez vite dans le tournoi des Jeux Olympiques et ça s'arrête vite parce qu'on voit les limites quand même très vite, même dans un format en 2-7. Et Anne, vous soulignez la malchance. Aujourd'hui, c'est plus de la malchance. Aujourd'hui, Rafael Nadal, il est 154e joueur mondial. 154e joueur mondial, ça veut dire qu'il n'est plus jamais tête de série dans un tournoi. La meilleure preuve, Roland Garros, il prend Zverev au premier tour, Jeux Olympiques, il prend Djoko. Il y a ça en plus. Ouais. C'est que s'il veut revenir, il va falloir qu'il joue très très bien. Il va falloir qu'il ait un peu de chance dans les tirages au sort pour ne pas se prendre les têtes de série 1 et 2 tout de suite. Parce que là, il risque d'avoir des matchs très durs qu'il ne gagnera pas, ce qui repousse encore ses chances et ses possibilités de remonter au classement. Enfin, c'est un cercle qui est dur à faire repartir. Il faut vraiment être au top pour qu'il reparte. Ce sera difficile. On en voit des joueurs qui ont eu du mal à partir. On pense à Murray aussi, puisqu'on compare ses top joueurs. On ne peut pas forcément comparer avec des joueurs moins bien classés. Murray, il a mis le temps, mais finalement, il est parti sur un grand événement aux Jeux Olympiques. Peut-être qu'il reviendra, mais a priori, c'est terminé. Et il a d'ailleurs dit que ça se passait très bien. Hein. Il s'attendait à avoir un petit peu peur de ce vide de cette fin de carrière. Et finalement, il adore sa retraite, même si ce n'est pas forcément un mot qu'on a envie d'employer à ces âges-là. Et il n'y a pas de manque. Murray a dit un truc très très important, que je trouve très important. Il y avait un journaliste en début d'année, je crois que c'était en mars, autour de Indian Wells. Murray, il n'y arrivait pas du tout. Il perdait tous ses matchs au premier tour. Et il disait ce serait dommage que Andy ternisse son héritage, ce qu'il laisse, en faisant trop de matchs. Et puis Murray l'a repris de voler et lui a dit mais je ternis rien du tout, j'adore ce que je fais. Et il a raison là-dessus. Oui, il y a que ces types-là, on peut pas prendre leur décision à leur place, que c'est pas possible. Oui, et peu importe comment il termine finalement. Que Nadal perde au premier tour contre le 200e mondial d'un tournoi ATP 250 sur terre battue, c'est triste. Mais ce sera anecdotique au vu de sa carrière. Parce que ça a été un immense champion, le plus grand sur terre battue de l'histoire. Mais est-ce que ça ternit son héritage ? Non. Donc ce qui est dur, c'est pour lui, c'est-à-dire de tourner la page. Parce que quand tu as été autant fêté, autant célébré, parce que c'est ça, tu es dans l'arène. Cette adrénaline-là qui est recherchée. Cette adrénaline-là, il y avait, dans un article il y a 4 ans, Henri Lecomte m'en parlait, il me disait que c'est ça en fait. Quand ça s'arrête. Quand ça s'arrête, il y a un vide pas possible. Tu avais une équipe autour de toi, tu n'as plus personne. C'est difficile. Mais lui, il a tellement de ressources que je me dis que ce sera moins difficile. Mais c'est un passionné. Oui, mais d'un autre côté, il y a de l'ego, il y a de l'orgueil. Je ne pense pas qu'il accepte... Là, la finale qu'il fait à Beaustade, par exemple, où il prend 2-2 par Borges, je pense que ça lui fait très mal, quoi. Ça lui fait très mal des matchs comme ça, parce que c'est là l'ambivalence. C'est pas son niveau, c'est pas ce qu'il estime de lui, et il n'a pas envie de se représenter sur un court pour rejouer comme ça. Ouais. Je vais prendre un autre exemple. Aujourd'hui, Richard Gasquet, il veut remonter dans les 100. Il a le même âge, c'est la même génération. Ils étaient potes, ils ont joué ensemble dans les catégories. Il n'a pas eu le même niveau, Richard, mais ça a quand même été un super joueur. Richard, aujourd'hui, il est content. Là, il a gagné à Cassis à 75 000. On a reparlé de lui, tout ça. Il me l'a dit, je l'ai vu. Il m'a dit, écoute, ça me fait vachement plaisir. Ça me redonne un coup de boost. Mais je veux dire, il n'a pas les mêmes ambitions que Nadal. Il n'a pas allé jouer des challengers. Nadal, on imagine mal. Je pense pas que Nadal ait envie de faire ça, quoi. Alors que Richard, qui aime le tennis, certainement aussi passionnément que Nadal, mais il va se satisfaire de quelque chose de moins important. Oui, ce qu'on imagine moins faire Nadal. En tout cas, il ne sera pas à la Lever Cup et c'est le deuxième thème de ce retour gagnant. Il n'y aura pas de Djokovic non plus. Du beau monde quand même derrière qui fait de cette Lever Cup une exhibition à part dans ce calendrier. Avant de s'interroger sur sa place, sur son intérêt pour les joueurs, quelques images et témoignages des éditions précédentes. Regardez. You know, being able to interact with your teammates on the sidelines, you know, seeing some of these guys that we only see as players, kind of acting as coaches during the match. I think that's a really cool aspect of the event. It's all about having fun, enjoying it, not seeing it competitive from our own side, but sort of taking all that in and putting on the other side of the net. Once he made the sick return, I was like, "Yo, I'm about ace body." I was like, ace body. That was one of the nastiest sliders I've hit. You know, being a college tennis player, this is something that I'm used to and something that I love to do. Being able to
encourage teammates from the sidelines. If you decide to go to John, he has to step back. I told him. Otherwise, we're better than that. It's something that we as tennis players don't get to do very often. Interacting with each other in such way will be definitely very special, and also will help us understand about each other's personalities and values even more on a deeper scale, on a deeper level, and will help us blend in and fight for the same purpose. Like this, you stay in the same place. You know, you go to your place. The And normal side. any finger you cross. Okay, that is an absolute comedy. Des images sympas, cette Lever Cup, qui est une super exhibition. Il n'y a pas de points en jeu, il n'y a pas d'enjeu sportif, mais ça reste des affiches de gala, c'est des affiches de demi-finale, de finale de Grand Chelem avec la composition d'équipe. Il n'y a pas de Nadal, il n'y a pas de Djokovic, mais il y a des top joueurs. Alcaraz y est cette année, par exemple. C'est une compétition à part. Qu'est-ce que tu en penses, toi Georges, de cette Lever Cup? On sent qu'ils se prennent au jeu. Le compétition à part, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est une confrontation un peu comme la Ryder Cup, quoi, Europe, reste du monde. Donc il y a un petit peu de fighting spirit entre deux sortes d'équipes. Et puis je pense que les joueurs l'ont bien défini. C'est une espèce de fête commune où pour une fois, parce que le tennis étant un sport éminemment individuel, ils vont partager des choses ensemble. Et alors ça c'est eux, hein, mais ils vont apprendre à mieux se connaître, à faire des choses ensemble, ce qu'ils ne font jamais sur le circuit. Ça, au niveau du public, est-ce que ça se traduit, ça se retransmet, je ne sais pas trop. Mais il y a ce côté vraiment sympa de voir ça, parce qu'on voit qu'ils prennent du plaisir. Puis après, comme tu l'as souligné, la qualité de jeu, quoi. Oui. On a les meilleurs joueurs du monde qui, pendant quelques jours, vont jouer les uns contre les autres. C'est pas parce qu'il n'y a pas de points et pas d'enjeu qu'ils ne vont pas se prendre au jeu que le reste du monde bat de l'Europe ou que l'Europe, etc., etc. Et puis, je trouve qu'il y a ce côté sympa avec deux capitaines prestigieux. Hein, d'un côté, il y a Björn, de l'autre côté, il y a John McEnroe. Ouais. Ça ajoute encore un petit peu. On dit que le tennis, c'est aussi un spectacle. Ben là, c'est un vrai spectacle qu'on va commenter, on va se régaler. Ouais, ce sera sur Eurosport dès vendredi, tout le week-end à suivre ensemble. Maxime, qu'est-ce que tu en penses ? On sent quand même qu'il profite, il y a du plaisir, effectivement, ces échanges, ça marche bien, il y a des micros, donc le public aussi peut assister à ça, mais ils se prennent au jeu quand même, et il ne s'agit pas de le jouer par-dessus la tête ou en détente comme d'autres exhibitions. Il y a quand même des vraies confrontations. C'est plus qu'une exhibition. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un... Tu disais statut hybride, c'est un peu ça, c'est à part. On ne sait pas trop ce que c'est. Ça a d'ailleurs été un débat hein, depuis sa création. Federer insiste pour dire que c'est une compétition. C'est d'ailleurs les éléments de langage de tous les joueurs qui il y a des consignes. Nadal aussi. Les observateurs sont plus circonspects pour les raisons que tu as citées, pas de points. Voilà, et puis surtout le format, enfin, la structure du score, c'est-à-dire que on en a 2 sets normaux, entre guillemets, puis un super tie-break, comme ça se fait sur le circuit en double. Mais ce n'est pas la même chose en simple sur circuit, donc ce n'est pas comparable. Et le fait que ces rencontres comptent comme des matchs normaux sur le circuit, dans les bilans des face-à-face, c'est quelque chose qu'on peut remettre en cause. Ah, ça, c'est le poids de Federer. Maintenant, il y a quelque chose sur lequel il faut insister, en effet, c'est que ça joue sérieux. Ça joue sérieusement, il y a de très très beaux matchs. Je me souviens d'un Federer-Kyrgios notamment, c'était en 2017, je crois que c'était pour la première édition, qui était absolument extraordinaire. Et puis, même la déclaration de Nadal là, sur son forfait, je la trouve, ça légitime presque le côté compétition de la Lever Cup. C'est-à-dire qu'il pense qu'il y a d'autres joueurs européens plus à même de faire gagner l'équipe. Plus à même de faire gagner l'équipe. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez drôle. Et puis, il y a un élément qui est très important pour cette compétition, c'est le casting. Si le casting est moins au rendez-vous, ça fait un peu moins rêver. L'année dernière, c'était un peu le cas. Et d'ailleurs, la première chose qu'a dite Federer, je ne sais plus si c'était à la sortie de la compétition ou même pendant la compétition, pendant la Lever Cup, c'est « je vais essayer d'avoir Alcaraz et Djokovic l'année prochaine ». Bon, il n'a pas eu Djokovic. Pour les autres. Il n'a pas eu Djokovic, mais il a eu Alcaraz. Voilà. Donc, évidemment, c'est très dépendant de ce casting-là. Et là, pour le coup, cette édition-là, évidemment, on va voir les compositions d'équipes. C'est des top joueurs hein, dans le top 10, valide, vous voyez. Hein. Numéro 2, numéro 3, numéro 5, numéro 9, numéro 10, numéro 12. Ah, c'est extraordinaire. L'équipe d'Europe, c'est du lourd. On le voit. Ce qui prouve qu'on est bon au tennis en Europe.
Et j'ai même envie de dire, alors les 3 derniers cités font un peu moins rêver, mais les 3 premiers de l'équipe Les monde, Américains qui les cartonnent Américains en ce moment. qui cartonnent en ce moment, c'est plutôt bien. Un finaliste de l'US Open sortant, demi-finaliste en la personne de Tiafoe, et puis Shelton, il a été un peu moins bon, et encore, il a fait un très gros match contre Tiafoe au 3e tour de l'US Open, mais il avait fait demi-finale l'année d'avant. Donc c'est des joueurs qui, sur cette surface qu'est la Lever Cup, c'est-à-dire une surface indoor, noire, très classe, comme ça, peuvent faire des choses intéressantes. Et donc, d'où la rivalité. Et puis d'ailleurs, ils ont gagné les 2 dernières éditions. Oui, et puis dans les face-à-face, ça compte. On l'a vu il y a 2 ans, même si c'était en double, on sentait que Tiafoe, face à Nadal et Federer, il avait envie de gagner. Hein. Il n'a pas été sympa en disant « Allez, je vais laisser gagner Roger pour son dernier match ». Non, non. Lui, ça comptait de se dire j'ai battu Roger Federer et Rafael Nadal, même dans un match de double, dans une exhibition. D'ailleurs, si vous avez vu le doc sur les 12 derniers jours de Roger Federer, il y a une caméra dans le vestiaire européen juste après le match, juste après le double, et tu as Nadal qui est toujours ému de ce qui vient de se passer et qui dit le F-word Tiafoe. il est énervé d'avoir perdu le match. Il est énervé d'avoir perdu le match aussi. Il est énervé de ne pas avoir fait gagner de son pote aussi. Donc c'est non, il y a évidemment un intérêt. Mais moi, ce qui me titille un peu, c'est, je pense que tu vas en parler, c'est la comparaison avec la Coupe Davis. Justement, quelle place ça a? Parce que c'est le même principe d'esprit d'équipe, de confrontation. Alors après, c'est pas du tout le même format. C'est sur 3 jours, la Coupe Davis, ça dure, il y a les phases qualificatives, il y a la phase finale. Mais c'est vrai que c'est un peu le même... c'est pour les mêmes raisons qu'on peut aimer cette compétition sur le côté fédération et on se retrouve entre joueurs. Donc ça vient concurrencer aussi un petit peu un format qui en plus est très décrié. Oui, en fait, on ne va pas s'attarder sur la Coupe Davis. Non, ce qui est dommageable, on ne va pas s'attarder dessus, mais ce qui est dommageable, c'est qu'on a une compétition centenaire, la Coupe Davis, qui est devenue quelque chose de confidentiel. Ouais. Secondaire, confidentiel. Et en fait, le seul match intéressant de la semaine dernière, d'un point de vue français, on va dire, en Coupe Davis, c'était contre l'Espagne. Pourquoi ? Parce que c'était à Valence, et donc ambiance de Coupe Davis pour le coup. Et on l'a vu, le match d'Arthur Fils contre Bautista Agut, c'est le public qui a un peu changé la qui a retourné la situation. Tout ça pour dire que la Lever Cup a cet avantage maintenant par rapport à la Coupe Davis qu'elle a un casting fou, que ça joue très très bien et que c'est très très bien mis en valeur. Tout est bien fait, le format, le casting. Le contraste est saisissant. Ouais, ça prend de la place dans le calendrier aussi, donc ça c'est un des enjeux. Mais petit aparté, Tsitsipas, forfait en Coupe Davis, il va être en Lever Cup. Voilà, c'est un des exemples. Alors il est blessé, ils ont appelé des suppléants, il est possible qu'il ne joue pas, mais voilà. Et d'ailleurs, Ferrer a dit que c'était pas impossible d'avoir Nadal pour la phase finale avec l'Espagne. Là aussi, on espère pour Nadal. Peut-être que c'est une belle sortie. Pour finir sur la Coupe Davis, ce qui a été tronqué, c'est cette première édition qui a été fabuleuse en Espagne. Ouais. Et ça on a cru que, mais derrière on a vu que c'était un ballon qui... Ça ne marchait pas, quoi. Et puis ça a été fabuleux pour les matchs de l'Espagne. Oui, bien sûr, principalement. Ouais. Mais ça fait vivre l'épreuve, quoi. Bien sûr. Bon, après cette Coupe Davis, il n'y a plus de grand chelem. On a terminé avec l'US Open. Il y a cette tournée asiatique qui débute en Chine avec les 2 ATP 250 à Chengdu et à Hangzhou. Vous pourrez suivre ça sur Eurosport, bien sûr. C'est le début de la dernière ligne droite de cette fin de saison. 2 Masters 1000 à Shanghai et au Rolex Paris Masters, bien sûr. Du dur de l'indoor, en point d'orgue le Masters de fin d'année. Maxime, quel est l'enjeu principal pour toi pour cette fin de saison s'il fallait en choisir un seul ? En choisir un seul, je dirais le casting du Masters. Parce qu'on sait qu'un certain Novak Djokovic n'est pour l'instant pas... Et il a dit que ce n'était pas un objectif. Voilà, pas dans les 8 premiers. Il a presque dit, maintenant, ces tournois, j'en ai fini avec ces tournois. C'est-à-dire que les grands chelems, c'est important pour moi. Représenter mon pays, c'est important pour moi. Mais ces tournois... bon. Mais il court après les records, après, il y en a un il à a dit avec un Masters. sourire quand même. Donc... Oui. Alors, il n'a plus à battre de record au Masters. C'est ça le problème, entre guillemets, en termes de motivation. C'est-à-dire qu'il a 7 titres au Masters maintenant. Ah oui, au Masters, oui. Ouais. Et c'est le record.
C'est-à-dire qu'il y avait l'année dernière, il était à il a égalé, oui. Il était à 6 titres avec Roger Federer. Il a gagné l'année dernière, et donc il est à 7 titres. Il est seul dans ce domaine-là. Donc c'est aussi un problème pour lui, parce qu'il fonctionne à ça. Oui, il fonctionne au record. Il fonctionne aux chiffres, il fonctionne... Parce que ça a bâti sa légitimité en tant que meilleur joueur de tous les temps, face aux problèmes parfois de popularité qu'il a rencontrés face à Nadal et Federer. Donc ça, c'est un élément important dans la course au Masters. Il a dit qu'il n'allait pas tout faire pour y arriver. On aura un premier élément de réponse à Shanghai, parce qu'il va jouer le Masters 1000 de Shanghai. Justement, j'allais te demander... Voilà. Parce que c'est le seul événement du calendrier ATP pour lequel il est engagé. Engagé, là. C'est-à-dire qu'il y a... Parce qu'il y a Bercy où il a un titre à défendre aussi. Oui, mais il a rien dit là-dessus. Donc on ne sait pas s'il ira à Bercy. Par contre, à Shanghai, il s'est engagé. Il va y aller. Donc c'est à ce moment-là qu'on verra ce qu'il en est. S'il fait deuxième tour à Shanghai, il perd d'entrée, est-ce qu'il ne va pas couper, tout simplement, et dire saison 2024, c'est fini, et on se projette sur 2025, on recharge les batteries pour aller chercher ce 25e Grand Chelem qu'il a envie d'aller chercher. Pour moi, c'est l'enjeu principal. À Melbourne. Quel sera le casting et Djokovic sera-t-il là? Il y a aussi parce qu'en gagnant les jeux, il a terminé la boucle, il a tout gagné. Ouais, là, il y a un peu de décompression, à mon avis. Il ne peut plus rien lui arriver. Il a fini le jeu. Il a fini le cycle. Oui, mais justement, on sent que... il a envie d'en rajouter. Là, pour la fin d'année, ça risque d'être un peu compliqué de trouver cette motivation. 2025, il reste justement à aller chercher ce 25e. 2025, en plus... Mais tous ces chiffres, tous ces chiffres donnent le vertige, parce que quand on s'imagine ce qu'ont fait ces trois joueurs, ce que vont devoir faire les Sinner et Alcaraz pour aller essayer de les dépasser ou les rejoindre, il y a du boulot. Il y a du boulot. Parce que la route est longue. Ouais. Alors, vous avez parlé des Jeux Olympiques. Ça a été une déception pour les Bleus. À Paris. Il y avait eu une première partie d'été pleine de promesses, avec 3 Français en deuxième semaine à Wimbledon, on s'en souvient, Hugo Humbert, Arthur Fils et Giovanni Mpetshi-Perricard. Le titre d'Arthur Fils dans un ATP 500, c'est un gros tournoi à Hambourg, en plus face à Zverev, dans une ambiance assez folle. De Coupe Davis pour le coup. Oui, on y était. Mais ensuite, les Jeux Olympiques à domicile catastrophique, un US Open bien pâle pour le clan français, éliminé en Coupe Davis. Encore une fois, on ne les verra pas à Malaga pour la phase finale. Qu'est-ce qu'on peut attendre des Bleus, Georges? Est-ce que cette tournée asiatique, ça peut être un rebond pour bien finir avec, en point d'orgue, ce Masters à domicile à Paris qui, en général, réussit plutôt bien aux Bleus? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a quand même 4 joueurs qui arrivent maintenant sur... une période de, disons, 1 mois et demi, 2 mois, sur leur surface favorite. Je pense à Hugo Humbert, je pense à Mpetshi, je pense un peu à Arthur Fils, mais bon, entre les deux, Rinderknecht, qui est meilleur sur dur, qui a été élevé aux États-Unis sur dur. Et alors, je pense aussi à Manarino, qui là, il est vraiment en plein dans ce qu'il aime. Oui, je sais, c'est très dur pour lui pour l'instant. Mais la phase est compliquée. Là. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il n'est pas blessé, il se sent plutôt bien. Bon, il a digéré un peu toutes les défaites. Voilà. C'est peut-être un joueur qui, sur la fin de l'année, pourrait nous surprendre et revenir à son niveau de 30-40e, parce que là, il en est loin pour l'instant. Voilà un petit peu les joueurs. Priorité à Humbert, je dirais Humbert et Mpetshi pourraient tirer leur épingle du jeu de cette fin de saison sur des surfaces un peu rapides où le service est important, avec des points qui ne durent pas trop longtemps. Il y a aussi le physique qui va jouer. Il ne faut pas oublier qu'en Asie, il y a un niveau de pollution extraordinaire. Demandez à Tsonga ce qui lui est arrivé il y a quelques années. Donc tout ça complique encore un petit peu les choses. Pour nos Français, quand même, le point d'orgue, ça va être d'arriver pour être bien à Bercy. On a priori, on n'en a pas qui sont en course pour le Masters. Non. Ils sont pas tout prêts. Donc voilà quoi. Mais Humbert, mathématiquement, on peut le faire, mais Arthur aussi, non. Ça commence à être difficile. C'est très difficile. Mais bon, c'est trop en dents de scie quand même ces résultats. Il y a eu des phases très bonnes, que ce soit pour Hugo Humbert. À Dubaï, après le tournoi extraordinaire qu'il fait, Fils avec cet ATP 500 après cette deuxième semaine à Wimbledon, on se dit que peut-être c'est parti, et puis après c'est plus difficile dans les épreuves par équipe. Ça s'est bien passé, il y avait une bonne ambiance, mais il n'y a pas de résultat face à des équipes qu'ils auraient pu prendre. Alors l'Espagne, il y a Alcaraz effectivement qui a sorti un match énorme face à Hugo Humbert, mais
quand même derrière. Sur Humbert, je suis vraiment d'accord avec Georges. Il y a vraiment une possibilité. S'il y a une partie de saison qui lui convient, c'est celle-là. Ouais. On l'a vu, donc, comme tu le disais, à Dubaï, mais on l'a vu surtout juste avant à Marseille. Là, pour le coup, c'est indoor total. Et à Marseille, il a aussi battu très bien, Dimitrov, il a aussi battu Hurkacz. Voilà. Ouais. Il a fait 2 quarts de finale en Masters 1000 sur ces surfaces-là. À Shanghai l'année dernière, si je ne me trompe pas, et à Bercy en 2020, fameuse épreuve sous Covid, Covid. Covid. C'est vraiment les conditions qui lui permettent d'exprimer son jeu le mieux. Et même en Coupe Davis, on l'a vu là, ok, il est tombé sur un Alcaraz qui était là au niveau auquel on l'attendait, contrairement à son premier match de Coupe Davis avant. Mais pour son premier match de Coupe Davis contre Popyrin, qui était quand même sur une forme assez impressionnante. Popyrin l'a battu Djokovic au 3e tour de l'US Open. Il a gagné son premier titre en Masters 1000 à Montréal, à la surprise générale. Donc c'était pas n'importe qui, Popyrin. Et Hugo lui a mis une fessée. Donc il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire sur cette dernière partie. C'est maintenir ce niveau-là sur la durée. Et surtout, comme Georges l'a dit, c'est physiquement. Est-ce que physiquement, il aura le gaz qu'il faut ? Est-ce qu'il n'est pas. J'ai envie de dire oui, voilà. Parce qu'effectivement, il n'a pas eu des résultats exceptionnels. Donc, on sent moins la fatigue quand on gagne, c'est sûr. Mais je pense qu'il n'arrive pas épuisé comme certains joueurs vont quand même arriver. Ça tire la langue en fin de saison en général. Va être difficile, hein, qui ont très bien joué toute l'année. Je pense à des Dimitrov, des gars comme ça. Les 3-4 derniers tournois, et d'ailleurs, tiré un peu la langue. Hein. D'ailleurs, Dimitrov, lui, il joue beaucoup sur cette fin de saison. Il a fait finale à Bercy, il a fait demi à Shanghai, si je ne me gourre pas. Donc, c'est une fin de saison il y a des enjeux où il y a aussi, beaucoup d'enjeux en termes de classement. classement pour lui. Est-ce qu'il va rester dans le top 10 ? Est-ce qu'il va rester en course pour le Masters ? C'est aussi ça, les enjeux de la fin de saison. C'est est-ce que chacun va pouvoir être à la hauteur de son rang ? Hurkacz sera aussi très en danger. Il a gagné à Shanghai l'année dernière. C'est des enjeux très importants pour ces joueurs-là. Alors peut-être pas pour les tout meilleurs, encore qu'il y aura peut-être une... Oui, il y a la place de numéro 1 en jeu aussi, même si... C'est ça. Est-ce qu'elle est vraiment en jeu ? Mathématiquement, elle est en jeu. Il n'a que 3000 points d'avance à la race, ce qui est quand même beaucoup. Sur le reste. C'est Zverev le dauphin. C'est Zverev le dauphin. Avec Alcaraz, ça se joue à des dizaines de points. Et Alcaraz n'a pas beaucoup de points à défendre pour le coup. Il n'avait pas fait une grosse... Oui, mais là, il faut pas... En fait, je pense que sur la fin de saison, il ne faut pas réfléchir en termes de points à défendre, mais en termes de points à gagner sur le classement race depuis le début de l'année. Parce que de toute façon, tout va s'égaliser à la fin. Et là, pour le coup, Sinner a un avantage de 3000 points. Ce qui pourrait relancer le suspense, c'est si lui se rate complètement à Shanghai, qu'un des deux, que Zverev et Alcaraz gagnent Shanghai, là, il y aurait plus que 2000 points d'écart au moins. Et là, ça pourrait être intéressant pour la fin de saison. Mais il a un immense avantage. Mathématiquement, c'est pas fini, mais il a un immense avantage dans cette course à la place du numéro 1. Ce sera à suivre sur Eurosport. Plein d'enjeux pour cette fin de saison, avec le Masters 1000 de Paris-Bercy en point d'orgue, et puis le Masters ensuite à suivre. Tout ça sur les antennes d'Eurosport. Merci à tous les deux. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de Retour Gagnant. Merci à Seb Petit, à Florian Caloise, à Noël Bigou en régie. Merci à Quentin Guichard également. Et merci à vous de nous suivre toutes les semaines. Rendez-vous la semaine prochaine dans Retour Gagnant. Merci beaucoup. Bye.